Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Cette saison, je te propose aussi un épisode bonus chaque vendredi. Il sera composé soit d'une parole d'expert sur le sujet abordé le mardi, soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Aujourd'hui, direction Nantes, chez la douce Océane qui nous ouvre les portes sur son histoire de maternité riche en rebondissements. Pour Océane, devenir mère était une évidence. Aînée d'une fratrie de 5 enfants, elle en est certaine. Elle aussi, elle aura sa tribu bien à elle. Alors quand elle tombe amoureuse de cet homme lors de vacances aux États-Unis et que ça devient sérieux, elle sait que les héros de cette histoire seront rejoints tôt ou tard par 2 protagonistes essentiels. 3 ans plus tard, Ali Rose arrive et transforme un couple en famille multiculturelle, où on parle aussi bien anglais que français. La vie est douce, le bonheur au rendez-vous. Alors c'est tout naturellement que Mélina arrivera à son tour à peine 2 années plus tard. Sauf que cette fois, les choses se compliquent. Adieu sommeil et bébé paisible, bonjour reflux et portage comme bouée de sauvetage. Dans cette deuxième maternité, Océane se sentira très seule, au point qu'un jour, le point de non-retour soit atteint. La belle histoire à 4 se termine et c'est chacun de leur côté qu'Océane et son ex-mari écriront la suite. Avec toutefois ce trait d'union qui restera pour la vie. Ces 2 merveilleuses petites filles comme témoins d'un amour passé, certes, mais d'une équipe parentale à jamais présente. Tu penses être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Océane. Bonjour. Bienvenue sur Prenons un café. Je suis super contente de te recevoir. Ça aurait été mieux si on se voyait en vrai, mais la distance fait que... et puis, il n'y a pas que la distance. On va pas refaire un résumé de la situation actuelle. Fait que ce sera à distance, mais ce sera déjà très, très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire un peu qui tu es, s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Océane, j'ai 35 ans, j'ai 2 enfants. Je suis cadre dans la fonction publique et j'ai une activité accessoire de blogueuse / petite influenceuse sur Instagram où je parle de parentalité, de maternage essentiellement. Ah, c'est trop bien. Je vais te poser la question traditionnelle de Prenons un café. Tu vas y avoir le droit aussi, il n'y a pas de raison. Est-ce que tu as toujours désiré être mère ? Ah oui, d'aussi longtemps que je me souvienne, je suis l'aînée de 5 enfants. Je pense que je suis née comme ça, quoi. C'était dans mon ADN, ouais, vraiment. Vraiment, j'étais déjà très maternante avec mes frères et sœurs, donc oui, c'était vraiment une évidence pour moi et j'ai attendu ça avec beaucoup d'impatience. Et donc du coup, quand tu as rencontré le papa de tes enfants, est-ce que c'est un sujet qui est arrivé assez vite ? C'est une bonne question. Il faudrait que je me souvienne, je pense que oui. Je pense que oui, après ça a été un petit peu «retardé» entre guillemets, c'est pas vraiment retardé, j'avais 29 ans, j'étais pas voilà, mais voilà, du fait que, on n'avait pas la même nationalité et puis différents pays, du coup, c'est voilà, le temps de que les choses se fassent, c'est pas si simple, que voilà, qu'en couple, dans le même pays et cetera. Mais je pense qu'on l'a abordé, ouais, on l'a abordé tout de suite, du fait aussi que leur papa avait une religion un peu plus stricte que la mienne et du coup, c'était moins forcément, enfin voilà, avoir des petits amis comme ça qui passent, c'était moins quelque chose de commun chez lui. Donc les choses, on a parlé des choses assez sérieuses tout de suite. Et alors, parce que tu me disais justement, vous étiez dans des pays différents quand vous vous êtes rencontrés ? Alors on s'est rencontrés, ouais, aux États-Unis, mais moi je vivais en France. Je suis partie en vacances chez ma meilleure copine et puis je l'ai rencontré et puis badaboum et puis voilà, je suis rentrée de vacances en France parce que le visa de vacances, c'est le visa vacances et puis j'ai tout quitté ma vie ici et je suis partie le rejoindre là-bas. Donc voilà et ensuite on est rentrés en France, 1 an après et puis voilà, on a continué notre vie en France, on s'est mariés et puis on a eu nos 2 filles. Trop bien, Ouais. c'est chouette. Au bout de combien de temps de relation vous avez commencé les projets bébés ? Alors, sérieusement, en fait, c'est l'année du mariage, en fait, donc au bout de 3 ans. 3 ans après, notre rencontre, 3 4 ans. On s'est mariés au bout de 4 ans, donc c'est ça et ça bon, on a eu vraiment énormément de chance qu'à partir du moment où on a commencé le projet, Ali Rose est arrivé donc je n'ai pas eu l'attente, du tout donc voilà, ça a mis 4 ans et ça a été, ouais, ça a été immédiat, au même moment que le mariage, quoi. Et comment tu l'as envisagé ? Enfin, comment tu l'as appréhendé cette nouvelle, cette grossesse qui arrive super vite ? C'est très étonnant parce que j'attendais ça depuis très longtemps, mais je l'ai pas hyper bien accueilli au départ parce que j'ai pas eu d'attente du tout.
Je peux comparer les 2 parce que Mélina, la deuxième, je l'ai attendue 6 mois à peu près et j'ai trouvé que ce laps de temps-là était extra. Juste, il y avait l'attente suffisante, pas encore frustrante, pas encore inquiétante. Ali Rose, je l'ai pas vu venir du tout, quoi. Enfin, je veux dire, en plus, j'étais pas, non plus toute jeune, j'avais presque 30 ans, j'étais sous contraception depuis 15 ans. Je pensais vraiment que ça allait mettre, 1 année, quoi. J'étais partie là-dessus et puis, voilà, je m'y attendais pas du tout et du coup, pas préparée, quoi. Pourtant, j'aime bien les surprises et tout, mais et puis je l'attendais vraiment, elle était ultra désirée, mais j'ai été prise de court, quoi. Donc il a fallu un petit temps pour que je m'y fasse. Mais c'est vrai qu'on en parle assez peu finalement. On parle beaucoup de toutes ces attentes et de tous ces parcours qui sont compliqués pour procréer. Mais c'est vrai que quand ça arrive très vite, ça peut créer un effet de surprise et juste on n'est pas prêt, quoi. Bah, je pense que j'étais prête, c'est juste, vraiment je m'en plaindrais pas du tout parce qu'on a une chance extraordinaire qu'elle arrive comme ça. Mais c'est juste que voilà, effectivement, voilà, mais bon après chaque réaction est différente, mais j'ai pas eu ce plaisir intense, ce bonheur sur le coup, j'étais choquée un petit peu. Et cette grossesse alors, comment elle se passe? Elle se passe, alors rien de grave, mais elle se passe assez mal, quoi. C'était super difficile. Chez moi, l'état de grossesse est dur parce que je suis très malade. À la limite de l'hospitalisation, les 2 grossesses que j'ai eues, vraiment, je suis extrêmement malade. Je vomis tout le temps, quoi. La nausée ne passe pas par moi, quoi. C'est directement, au bout du truc et du coup, c'est assez invivable, mais vraiment, au sens propre du terme. C'est très difficile. Les 2 fois, j'ai regretté être enceinte à cause de ça, tellement c'était dur. Ça me paraît improbable, après coup, même à passer le 4e mois, ça m'a paru improbable d'avoir pensé ça parce qu'une fois que c'est fini, ça s'arrête net comme c'est arrivé. Ouais, parce que du coup, tu as vomi pendant les 9 mois? Les 4 mois, les 4, enfin les 3 mois et demi parce que ça arrive, au bout de 3 semaines, 1 mois de grossesse et ça dure moi bonnement jusqu'à milieu du 4e mois quoi, début du 5e, mais c'est du non-stop quoi. C'est vraiment, je pouvais même au travail, bon alors la 2e fois j'ai moins insisté, mais la 1re fois j'ai essayé vraiment de continuer à travailler et tout et ça m'est arrivé 2 fois de pas arriver, jusqu'aux toilettes quoi. C'était vraiment pas Ah ouais. possible quoi. Ah ouais, ouais, c'était vraiment difficile, puis du coup à perdre énormément de poids. Enfin bon, c'était vraiment pas évident. Mais après, par contre, ça va. Une fois que les nausées sont passées, j'ai été arrêtée tôt pour les 2 aussi parce que j'ai eu des contractions dès les nausées, les vomissements finis, j'enchaînais sur les contractions. Donc, bon, bah, j'étais arrêtée, toute la grossesse pour les 2 filles et bah, là, j'étais pépère, quoi. Là, j'étais bien, voilà. Là, c'était bien. Je reprenais bien tout mon poids et plus si infinité, vu qu'en plus je bougeais plus. C'était fait exprès en Mais fait, c'est c'est pour ça, te en laisser fait. de la marge. Exactement, c'est exactement ça et là bien, après beaucoup d'angoisse, quoi. Moi, j'étais quand même super angoissée de la grossesse, j'avais très peur qu'il leur arrive un truc, j'avais peur qu'elles meurent, quoi. J'avais vraiment peur de ça. J'avais pas du tout peur du handicap. J'avais même pas moi, je voulais pas du tout faire le test de trisomie et tout ça, ça m'était complètement égal. Mais par contre, j'avais peur qu'elles meurent, quoi. C'est vraiment, ouais. Et il y a une raison à ça? Tu connais des gens à qui c'est arrivé ou il y a Je connais des gens à qui c'est arrivé et familialement, il y a des gens à qui c'est arrivé qui étaient proches de moi et qui m'ont re-raconté ces histoires complètement sordides au moment où j'étais enceinte et je pense que ça a pas aidé, quoi. C'est sûr. Donc du coup, j'étais vraiment, pas obnubilée, mais c'était un peu toujours présent en fond, quoi. Mais par contre, j'ai adoré être enceinte, j'ai adoré, le corps enceinte. Je me sentais, hyper, belle, hyper, sans complexe, vraiment, j'ai bien grossi, j'étais vraiment, j'étais bien quoi, vraiment, j'étais pas du tout, avant les grossesses, j'avais très peur de comment mon corps allait se transformer, j'avais peur d'être défoncée des fois, comme on dit, ce qui est ridicule. Maintenant, ça me paraît tellement ridicule, mais avant d'avoir les enfants, c'était comme ça que je le voyais et pas du tout enceinte quoi. Tout s'est envolé, et puis je me suis vachement connectée à une maternité, bah, très maternante quoi. Ça, je m'y attendais pas, quoi. Tu vois, il y a plein de choses pendant la grossesse qui ont changé. Je voulais pas allaiter, je voulais pas et puis tout a changé enceinte, tout quoi. a changé? Ouais, Et tout a est-ce que changé. tu saurais, est-ce que tu as eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu un truc comme ça qui t'a fait justement switcher? Quel a été le truc qui a déclenché tout ça? Je pense que j'ai fait une thérapie, juste avant, Ali Rose. C'était hyper important pour moi avant d'avoir des enfants, parce qu'il y avait un certain nombre de smirmorques même, hein. On n'est plus sur de la valise, quoi. Donc voilà, à déposer, à remettre au bon endroit, à garder juste les miennes, quoi. Déjà, c'était suffisant et je voulais vraiment faire ça avant que les enfants arrivent. Donc je pense que ça s'est amorcé à ce moment-là de me reconnecter à ce que moi je voulais vraiment, en fait. Et puis, pendant la grossesse, je sais pas, ça a été, un peu magique et ça a été un peu naturel, je pense pas qu'il y a eu un déclic, mais si, je pense que franchement, dès que j'ai été enceinte, tout a changé dans ma tête, quoi. Et après, du coup, je me suis renseignée sur, un petit peu sur les accouchements physiologiques, mais un petit peu. En fait,
Pour le premier enfant, je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper particulier. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, c'est que tu as pas du tout confiance en toi en tant que parent. Tu es pas encore parent et du coup, tu es super perméable, à tout ce qu'il y a autour. Tu fais confiance aux autres qui sont, selon toi, sachants, qui évidemment sont un peu plus sachants que toi, Mais qui sont pas toi. mais ils sont pas toi et ils sont pas toi, ils sont pas le parent de ton enfant à toi et du coup, je m'autorisais pas du tout, pas à taper du poing sur la table, mais forcément, mais juste à dire ce que vraiment je voulais, à m'autoriser à savoir ce que vraiment je voulais. Enfin, j'étais encore, pour la première, j'étais encore un petit peu, enfermée, là-dedans par manque de confiance, quoi. Bah, je comprends ce que tu veux dire parce que tu vois, je l'ai ressenti. Bon, alors moi, j'ai pas de comparatif avec un autre enfant, mais ce truc-là de se dire, mais en fait, je vais faire confiance aux gens qui savent mieux que moi. C'est ça. Tant en termes de naissance, moi, je sais que par exemple, j'ai fait exactement tout ce qu'on me disait de faire pendant Ouais. mon accouchement. Beh, J'étais oui, moi très aussi, ouais. première de la classe, quoi. Alors que je sais très bien qu'aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup plus de connaissances, et si ça devait se reproduire, bah en fait, je serais vachement plus actrice finalement de tout ça. Tu peux pas savoir, par exemple, ce que c'est qu'une naissance avant de la vivre, en fait. Tu peux pas, tu sais pas. C'est un mystère total, quoi. Surtout que je trouve que les choses ont énormément changé, justement et comme on disait, on fait pas ça pour rien parce que je pense que les choses changent par rapport à ça. À notre époque et pourtant ça remonte pas tant que ça. Je veux dire, Ouais, ça moi fait les un peu roses vieux de dire ça quand même. mais ça fait un peu vieux, tu vois? Mais c'est un peu vrai quand même. Les choses ont vraiment beaucoup changé en très, très peu de temps et moi je sais qu'au moment de la grossesse d'Ali Rose, il y a bientôt 7 ans du coup, eh bien on n'en parlait pas du tout à ce point-là. Enfin je veux dire, c'était, l'accouchement physiologique, le maternage, le fait d'avoir le choix de son corps, le fait de tout ça, c'était vraiment, c'était un peu quand on était encore un peu hippie quoi. Ça s'était vu un peu encore comme ça et ça a complètement changé et heureusement et être hippie, c'est très cool, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais c'était vu un peu de façon un peu marginale et alors que beaucoup, beaucoup moins aujourd'hui et à l'époque, c'était ça et du coup, moi, j'étais encore un petit peu, j'ai pas osé quoi. J'ai pas osé plein de choses, j'ai pas du coup, j'ai eu un accouchement ultra traumatisant, mais à cause de ça quoi, parce que j'ai pas osé. J'ai pas du tout osé et l'accouchement de la deuxième a commencé exactement de la même façon et il y a eu la même, alors c'est pas une pathologie, mais il y a eu le même souci. L'issue n'a pas du tout été la même, mais parce que là, il fallait pas m'approcher, fallait pas me là, c'est moi qui décidais, quoi et ça s'est passé complètement différemment hein, et merveilleusement la deuxième fois, alors que ça partait pareil, quoi. Eh, tu nous teases, mais du coup, raconte-nous un petit peu cette naissance. Ce qui s'est passé, c'est que alors déjà pour Ali Rose, j'ai été déclenchée donc quand même, ça change un peu la donne. Je faisais du diabète, enfin soi-disant du diabète de grossesse. Bon, on peut en reparler mais bon, voilà et c'est vrai qu'elle bougeait plus trop. Après les 2 bébés étaient très différents, hein. Ali Rose, c'était cool Raoul, fallait vraiment être très ça qu'est-ce que c'était bon les mouvements pendant la grossesse des bébés, c'était ouf. J'aurais passé ma vie à ça. Et à les sentir et tout. Et bon, donc voilà, donc du coup, il y a eu un déclenchement, enfin, il y a pas eu besoin d'hormones, ils ont juste fait un décollement des membranes. J'ai eu ça pour les 2 d'ailleurs et les 2, le travail s'est lancé tout de suite. C'était vraiment j'étais prête, quoi. En plus, comme j'ai des contractions très, très longtemps, en fait, c'est un faux travail mais qui fonctionne parce que les 2 fois, je suis arrivée à la maternité et j'étais déjà très avancée, en fait, dans l'ouverture du col donc alors que il y avait pas de signe, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Ali Rose, elle a tourné, comme sa sœur d'ailleurs. Elles se sont mis en OS, donc du coup, c'est, alors attends, normalement, alors moi, elles naissent à l'envers, les miennes, du coup, donc je sais plus. C'est normalement la face, en vers le plafond, il me semble, un Ouais. bébé qui naît, voilà. Et donc moi, elles étaient dans l'autre sens et du coup, elles étaient coincées dans le sacrum les 2, avec la tête vraiment en arrière et coincées dans le sacrum, donc évidemment, elles pouvaient pas sortir. Et le problème, c'est que, pour Ali Rose, on m'a fait une péridurale parce que, je pouvais plus en fait, au bout de je devais être à dilatation complète à midi. J'ai accouché à 8h30 du soir, donc elle est restée toute l'après-midi comme ça. C'était des souffrances terribles. J'ai fini par demander une péridurale que j'aurais pas dû avoir parce que j'ai des vis dans la colonne vertébrale. J'ai été accidentée, bon, j'ai des vis au niveau des lombaires et donc du coup, c'est pas tant au niveau des vis, mais c'est au niveau de tous les tissus autour qui sont très sclérosés. Du coup, le produit passe très mal, passe de façon très anarchique et je n'avais pas eu de rendez-vous anesthésiste dans cette clinique, c'était un loupé et donc du coup, ils m'ont fait la péri comme ça et en fait, ça a été un enfer parce que du coup, ça a pas du tout anesthésié les douleurs, mais par contre, j'étais paralysée des jambes et donc du coup, je pouvais plus bouger du tout et du coup, je savais qu'elle était coincée, mais je pouvais plus bouger. Donc, du coup, ça a été vraiment très traumatisant. Et ils ont dû faire, voilà, à la fin, ils sont venus en me disant, on part en césarienne d'urgence, ça fait trop longtemps et tout. Et puis finalement, à la ventouse, ils ont réussi à la sortir, mais c'était vraiment, ils ont tiré le bébé à la ventouse, quoi. C'était pas juste, enfin, ça a été vraiment difficile. Et les suites, du coup, ont été atroces avec des hématomes de malade. Enfin bon, c'était vraiment difficile.
Et pour la deuxième, c'était exactement pareil. Elle était en OS aussi, sauf que là, je dis: «Vous me touchez pas, il y aura pas de péridurale, il y aura pas de cathéter, rien, je ne veux rien. Vous me touchez pas». Je Et elle était là en 1 heure et demie, alors qu'elle était en OS pareil, mais sauf que je pouvais bouger, j'ai pu danser, enfin, c'était complètement différent. C'était l'hôpital public et ça a été 1000 fois mieux dans mon expérience aussi. Voilà, ça a commencé pareil, mais la confiance, vraiment, je trouve que la confiance a énormément aidé à ça. Et malheureusement, je pense que la première fois, ça aurait pu être le cas, mais il y aurait les sages-femmes, étaient complètement surbookées. Elles sont en nombre, bien insuffisant, c'était déjà le cas à l'époque et je pense qu'elles auraient vraiment voulu que ce soit autrement, mais j'ai vu personne, moi, pendant des heures et des heures l'après-midi et elles éteignaient des feux, c'était que ça, quoi, en fait. Elles étaient que sur les urgences vitales et tellement elles étaient, peu, quoi. Donc comme quoi, voilà, les accouchements peuvent même en commençant pareil, l'issue peut être complètement différente et alors aujourd'hui, c'est plus du tout douloureux de parler de l'accouchement d'Ali Rose, mais j'en ai parlé il y a pas longtemps, sur Instagram d'ailleurs. C'est très récent, quoi. Ça fait quelques semaines, quelques mois que je peux en parler sans, avoir de boule au ventre ou les larmes qui montent et tout ça. Maintenant, vraiment, ça y est, c'est passé, mais ça a duré 6 ans, quoi. Qu'est-ce que tu as mis en place pour que justement tu arrives à passer au-dessus de ce trauma-là? Alors, j'ai demandé rendez-vous à la clinique, à l'anesthésiste, au gynéco pour leur demander ce qui s'était passé, d'avoir mon dossier, de constater que dans mon dossier, il y avait des trous, qu'il y avait des heures sans plus rien, sans rien de noté, et cetera. Et j'ai eu une grande lettre d'excuse de la clinique de comment ça s'était passé, parce que toute la semaine en plus suivante a été une catastrophe à la clinique. Mon allaitement a complètement foiré. J'y tenais énormément. J'ai pu allaiter Ali Rose 5 semaines parce que les débuts ont très très mal commencé. Et donc voilà, donc je pense que la lettre de la clinique a aidé, mais on l'a eu très rapidement et j'ai quand même mis 6 ans à m'en remettre et je pense que là, il y avait juste le temps, quoi, hein. J'ai vu quand même quelqu'un, une psy. J'ai continué mon travail psy de toute façon, régulièrement, un petit peu par tranche pendant toutes ces années, donc ça a dû aider, mais je pense vraiment que le temps, juste le temps a apaisé les choses, quoi. Bon alors ton petit bébé arrive, on va parler de l'arrivée d'Ali Rose. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu te sens mère tout de suite ou est-ce que justement cet accouchement qui était quand même assez chaotique a, ralenti le processus? Bah, c'est une excellente question parce que je me pose encore la question de comment j'ai fait. En fait, j'étais plus là quand elle est arrivée, on me l'a mise sur moi et je regardais la scène du dessus. J'ai vraiment ce souvenir-là, j'ai l'impression de planer au-dessus, de me voir avec mon bébé, machin et tout et pour autant, le mode maman, en pilote automatique s'est mis en route tout de suite, quoi. Je l'ai tout de suite, récupérée, mise au sein, enfin bon, alors que je sais pas d'où ça sortait. Moi, j'ai jamais vu ma mère allaiter ou quoi que ce soit, enfin mais c'était vraiment en pilote automatique. Mais ça a duré que quelques heures, cette dissociation, vraiment. Je suis revenue à moi après assez vite et non, là, c'était le bonheur international, quoi. C'est ma vie, quoi. C'était ma raison d'être. Et ça m'a fait ça les 2 fois, quoi. C'était, ouais, avec plus de joie pour Mélina parce que le traumatisme en moins, avec beaucoup plus de rire et de joie et tout. Mais pour Ali Rose, la même vague c'est enfin, ce truc complètement improbable, ouais, non, moi, c'est arrivé direct. C'est chouette, ça donne C'était beau. envie. Ah, c'est magnifique. Et du coup, tu mets en place, comment Océane devient maman justement? Qu'est-ce que tu mets en place dans ton rapport à ta fille? Tu disais tout à l'heure que tu, t'intéressais à tout ce qui était maternage, comment se passent les premiers mois? En fait, c'est super rigolo parce que ce qui a le plus changé, c'est que vraiment je me suis rendu compte qu'un bébé, c'était un petit humain, quoi et que du coup, fallait vraiment l'écouter, en fait et qu'ils avaient plein de choses à dire et puis, dès le début et en fait, donc moi, j'avais mis le lico dodo, machin et tout et puis, en fait, Ali Rose a détesté ça. Le truc improbable, tu vois? Mais j'ai écouté, quoi et moi, ça m'a hyper frustrée à ce moment-là, mais je sentais bien qu'il y avait un truc qui allait pas en cododo. Enfin, c'est pas qu'elle y trouvait pas elle était toute petite, mais je sentais bien qu'on la dérangeait, enfin et du coup, j'ai essayé vraiment et ça m'a un peu arraché le cœur de la mettre dans sa chambre, juste derrière le mur, quoi, mais dans un lit dans sa chambre et bah, elle a fait nuit complète, elle avait 2 mois. Bon, Je comprends, j'ai vécu exactement la même chose. c'est fou. C'est dingue parce que moi j'étais à fond, tu vois? Genre, «Non mais elle va rester avec nous dans la chambre et tout» et en fait, non parce qu'elle faisait plein de bruit en dormant. Elle dormait très bien, tu vois? Je l'allaitais et tout, donc je m'étais dit: «Ça va être quand même plus pratique». Moi je détestais allaiter dans mon lit. Genre, Oui, bah, oui, je voilà. la prenais, j'allais dans le salon, donc ça n'avait même pas de sens, tu vois? Je détestais ça et elle dormait très bien la nuit, elle a dormi bon alors l'histoire nous dira que ça n'a pas duré, au bout d'un moment elle a arrêté. Mais en tout cas, les premiers mois, elle dormait très bien et en fait, moi, je dormais pas bien et mon mec dormait pas bien non plus parce qu'elle faisait tellement de bruit qu'elle nous réveillait et donc du coup, on l'a réveillée et en fait, ça a été l'enfer et à 2 mois, elle est allée dans sa chambre et en fait, tout le monde dormait très bien.
Le contre-exemple. Elle aimait pas le portage non plus. Enfin, tu vois, moi, j'ai le contre-exemple. Voilà, c'était vraiment ça, de l'écouter. Donc moi, elle était beaucoup portée, par contre, elle était énormément en écharpe. L'allaitement, moi, c'est pareil, mais il y avait plein de choses que je savais pas, tu vois? Allaiter couché, mais moi, je pouvais pas. Physiologiquement, à ce moment-là, vu l'état de ma poitrine à ce moment-là, c'était pas possible allonger. Mais ça, tu l'apprends après, en fait, que des fois, c'est trop dur, c'est trop pendant quelques mois, c'est pas possible et puis après, quand tout s'assouplit, ça devient bon bref, mais tout ça, je le savais pas. Donc j'avais juste l'impression de pas y arriver. Enfin bon, c'était super, compliqué et personne dormait pareil. Enfin bon, c'était voilà et puis bon, bah, je pense que ça a été une sieste la première fois. Je l'ai mis dans son lit, elle m'a fait genre une sieste de 3 heures. Je dis: «OK, bon, bah, tente quoi quand même, là, elle a l'air bien» et puis ouais et elle a fait ses nuits. Bon par contre, elle s'est restée après, elle a toujours eu un sommeil, Il y a des voilà. gens plus chanceux que d'autres. Non mais j'ai eu mon lot après donc ça va. Mais voilà, donc c'était vraiment ça, je trouve, de vraiment l'écouter et après j'ai des parents, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient amorcé, hein, ce changement-là par rapport à leurs parents à eux, quoi. Vraiment en disant que déjà je me souviens, alors les caprices, peut-être est-ce qu'on en parlait vraiment? Peut-être déjà on n'en parlait plus trop chez moi, quand j'étais enfant, mais surtout ce que je me souviens, c'est que les bêtises n'existaient pas, quoi. Il y avait que des maladresses et ça mes parents, ils le disaient toujours: «C'est pas des bêtises, c'est une petite maladresse, on est tous maladroits parfois» et c'était vraiment, ce commencement-là d'éducation positive et bienveillante. Il y avait pas du tout de mots là-dessus à l'époque et mes parents, ils passaient vachement pour des originaux, hein, souvent, hein et des gens un peu laxistes, machin et tout et en vrai, moi, je trouve pas, hein, pas du tout, mais c'était juste ça qui commençait leur cheminement à eux, quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment ça. Moi, quand je deviens maman, je pousse le truc, vraiment, au niveau du dessus à l'écouter et à essayer vraiment de comprendre que quand, elle fait quelque chose en tant que bébé qui est difficile pour moi, c'est dur pour elle avant tout et je suis vraiment très focus là-dessus, à ce moment-là. J'ai encore évolué après parce qu'en fait, négliger complètement ses besoins, c'est super difficile, mais avec Aliro, c'était pas le cas parce que c'était un bébé très facile et les bébés sont pas tous pareils. Elle était facile, on pouvait la poser, elle pleurait peu, elle avait pas de reflux, elle souffrait pas, elle dormait bien. C'était vraiment simple, quoi. Il y a bébé et bébé, quoi. Enfin, je veux dire, ils ont Non, mais c'est important de le rappeler parce c'est que important de le dire parce que moi, j'ai pu accéder à ça, à cette éducation, ouais, super positive, bienveillante, en écoutant les besoins de mon bébé et tout, mais parce que moi, j'ai mes besoins, ils étaient satisfaits. Je dormais, je pouvais manger, assise, chaud, je buvais mon thé, mon café, enfin, c'était cool, quoi. Donc forcément, c'était quand même plus simple. Quand tu commences avec un bébé comme ma deuxième, par exemple, voilà, qui est imposable pendant 6 mois, qui dort pas, qui a mal, enfin, c'est pas du tout pareil. Et là, je veux dire, tu ton bébé, tu sais qu'il va pas bien, mais toi, tu es tellement dans le mal déjà et enfin, c'est pas du tout la même chose, quoi. je pense que c'est important justement de remettre les choses dans leur Oui, contexte parce que parfois, et c'est vrai que, enfin, de toute façon, en général, hein, mais tout ce qui est réseaux sociaux, on montre ce qu'on veut bien et c'est bien important de le sûr. rappeler aussi, hein, c'est qu'on montre pas tout ce qu'on vit et que du coup, ça peut aussi heurter des parents qui seraient justement dans cette phase-là de mal, de dire mais qu'est-ce que je fais moi qui fonctionne pas, pourquoi? Et alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Enfin, on tire un peu à la loterie ces histoires de bébés qui dorment et qui dorment pas. Enfin, je veux dire, moi, c'est vrai que c'était quelque chose où on a été très chanceux aussi. On l'a posée, elle était, enfin, d'un calme et d'un zen assez. Je ne sais pas par quel miracle. Hein, j'ai pas de potion magique non plus, tu vois. Et c'est pas le cas de tous les bébés, et c'est difficile quand c'est pas le cas. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire de mieux ou de moins bien, en fait. C'est absolument. La preuve, tu as eu deux bébés complètement Moi, j'ai eu différents. 2 bébés et en plus, si tu veux, la première avec un accouchement, une naissance super traumatique et tout et pour autant, elle était voilà, enfin bon, c'est tout, c'est comme ça. Il y en a une qui avait du reflux, l'autre pas. Enfin déjà, rien que ça te change complètement un bébé, hein. Bah Enfin, oui. tu vois, c'est et puis in fine, il y en avait une qui était super cool et tout ça et puis qui est beaucoup plus sensible et insécure aujourd'hui et puis la deuxième, qui a eu des premiers mois quand même, voilà, difficiles avec son reflux et tout. Je pense qu'elle en a quand même pas mal souffert et tout et puis qui est, bon, qui a été du coup aussi ultra maternée à l'été. Mais les 2 ont été très, très maternées et puis, bon, bah, elles sont très, très différentes aujourd'hui. Enfin, je crois que enfin, voilà, c'est juste des gens, hein, aussi. C'est juste des gens différents, quoi. Enfin, Et j'aime beaucoup justement que tu dises que ben tu as vu ton bébé comme un être humain à part entière parce que je pense que c'est parfois ce qui manque en fait. Ce côté de ben se rendre compte que ben ils ont des émotions, ils ont des sentiments et des besoins tout comme nous on en a. Alors souvent on oublie que nous on en a, c'est ça, et il faut pas les oublier parce qu'en fait cet adage de maman va bien, bébé va bien, c'est un peu vrai quand ouais, même c'est mine de hyper rien. vrai, ouais. Et c'est important mais c'est pas toujours facile à appliquer en tout cas quand c'est un premier bébé, quand c'est les premiers mois, quand c'est difficile, je trouve ça c'est parfois facile à dire. Mais c'est hyper facile à dire. Enfin, le côté, là, il y a des gens, hein, qui surfent sur le truc avec, je vais pas citer de nom, mais c'est vrai
que de présenter le truc en disant: «Oui, il faut prendre du temps pour soi et puis moi j'ai une révélation le jour où j'ai su qu'il fallait que je m'occupe de moi et tout». Non mais très bien, hein. C'est possible quand les enfants sont plus grands, c'est possible quand on a des bébés cool, c'est possible enfin je veux dire, c'est pas toujours possible, je suis désolée, mais enfin moi je veux dire, j'ai atteint un état d'épuisement, pour Mélina, mais je pouvais pas faire autrement et à refaire, je pourrais pas non plus faire autrement. Enfin, c'est juste qu'à un moment donné, on est en mode survie. Je l'ai pas connu pour la première, je l'ai connu pour la deuxième et à refaire, je pourrais pas faire autrement. C'est juste qu'il fallait passer par là. Enfin, que veux-tu faire? Enfin, je veux dire, et c'était pas parce que je prenais pas de temps pour moi, c'était que le temps, il existait pas, en fait. Enfin, c'était, je veux dire, et ça vraiment, je trouve que c'est très, très mensonger. Et les gens qui surfent là-dessus, ils le disent pas, mais ils ont des familles autour, ils ont plein de relais autour, et ça, ils le disent pas. Et ça, c'est ça qui m'agace. Quand on est seul, qu'on n'a pas de famille autour du tout, qu'on n'a pas de relais, qu'on n'a pas de ben, on fait comment? Ben, on fait et on survit et le temps pour soi, il arrivera plus tard. Alors oui, ça serait l'idéal de le prendre, ça serait mieux pour tout le monde, mais on peut pas, quoi. Et au-delà de ça, tu as les aléas de la vie, en fait, qui font Oui, que c'est pas possible. Tu vois? Parce que cette révélation, comme tu dis, de prendre soin de soi, moi, je l'ai eue, mais quand je suis sortie du tunnel, si tu veux, à mais oui, 3 mais ans. bien sûr. Donc ouais, j'ai eu cette C'est c'est révélation. c'est c'est pas toujours possible et je trouve que c'est voilà, il y a un petit côté, du coup, on se dit: «Mais merde, pourquoi moi j'arrive pas à prendre ce temps d'épanouissement personnel et tout?» mais juste c'est pas toujours Il y a des possible. moments, Enfin, c'est je pas veux dire, possible, en bah, oui. fait, quand tu et ça peut être parce que tes bébés dorment pas, mais ça peut être aussi parce que tu as d'autres facteurs dans ta vie qui enfin, je veux dire, il y a plein de choses. Enfin, pour prendre un exemple personnel, parce que je le connais bien, mon mec a fait un burn-out et ben, en fait, pendant ce temps-là, bah, c'était pas possible, en fait. Ma fille pouvait être aussi cool qu'elle voulait, juste c'était pas possible parce que j'étais, ben, la bouée. Bah, oui, Et ça tu avais ça juste pas ça le ça choix. s'est arrêté, ça s'est arrêté, tu vois? C'est important aussi de dire qu'à un moment, ça s'arrête. C'est ça. Je pense que dans les pires moments, c'est ce qui aide le plus de se dire que c'est comme un nuage qui passe et qu'un jour il va sortir de l'écran. C'est aussi gros soit-il, aussi noir soit-il, mais il va sortir de l'écran. Moi, je sais que c'est vraiment un truc qui m'a aidée aux pires moments de ma vie, qui sont pas liés à la maternité d'ailleurs, mais des trucs genre super durs, que j'ai pu vivre et ben, quand tu le vois comme ça, comme une fenêtre et que c'est un nuage qui passe, mais ça marche vraiment bien, je trouve, ça marche avec le tunnel du soir, ça marche avec ces moments qu'on a qui sont un peu difficiles, que ce nuage, il va sortir de l'écran et ça, c'est quand même, ça Ça aide, aide quoi. Ouais. vachement, ouais, c'est clair, de voir qu'il y a une petite lumière, même si au début elle est toute petite, mais au Ouais. bout du tunnel, il y a la lumière en fait et Oui, ça plus peut on être la s'en lumière au approche bout du tunnel, c'est ça, c'est des images mentales qui aident, quoi. qui Ouais. aide vachement à avancer, tu vois? Bon, tu parlais justement de ta vision par rapport à ton enfant. Est-ce que, dans le couple parental, vous partagiez cette vision? Est-ce que ça a été aussi évident pour, le papa de tes filles? Globalement, oui. Globalement, on partageait cette vision. Après, on n'avait pas tout à fait le même poids de notre éducation perso. Comme je disais, moi, mes parents, ils ont commencé un peu, ça. Ses parents, à lui, étaient plus traditionnels, même si aux États-Unis, quand même, l'enfant est beaucoup plus respecté en tant que personne qu'en France, hein. C'est quand même pas du tout la même éducation et puis, il y a ça et puis c'est globalement beaucoup plus positif. Alors je sais pas si c'est ouais, est-ce que c'est l'enfant qui est plus vu en tant que personne? Si, je pense quand même, mais c'est surtout plus positif. Ils sont quand même vachement plus positifs aux États-Unis qu'en France, quoi. Il y a beaucoup moins ce côté très négatif, de casser toujours les choses. Quand tu as des projets, des rêves, des machins, moi je l'ai tellement vécu ado, enfin, à te casser toujours tes trucs: «Ah ouais, toi tu rêves, tu machin». Mais oui, mais bien sûr et rêve, 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 fais ça. C'est ça qu'on fait quand on est enfant, quand on est ado et tout et du coup, il était chargé de cette éducation-là, donc quand même, c'était beaucoup, beaucoup plus positif et puis voilà, quand même, ouais, on était quand même, sur la même longueur d'onde, par rapport à ça. Il était juste un peu plus peut-être, peut-être un peu plus raide, quoi, un peu plus carré peut-être, mais non, globalement, on était quand même très d'accord. On en avait parlé avant de toute façon. Je pense qu'on n'y serait pas allé si on n'avait pas la même, je c'est vrai que après je sais qu'il y a des couples aussi, c'est en devenant parents justement que l'un ou l'autre se révèle dans, voilà, l'enfant est une personne, ce côté, positif, bienveillant et tout et là, ça peut être difficile parce que quand l'autre est pas du tout là-dedans des fois je suis étonnée, je me dis: «Mais les gens ils en ont pas parlé avant quoi». Mais peut-être qu'en fait, ce côté-là, il arrive en devenant parent parfois. Tu peux pas savoir en vrai, enfin, tu peux pas avoir les mêmes certitudes, de dire: «Bah, je vais faire ça», tu vois? Typiquement, comme tu disais tout à l'heure avec l'allaitement, tu disais: «Ben, je veux pas allaiter», puis finalement, c'était devenu un truc tellement important, mais tu l'avais pas vu Mais venir, non, tu pas du vois ça? tout. Ouais. Typiquement là-dessus, j'ai eu la chance de effectivement, aux États-Unis, c'est aussi beaucoup plus commun l'allaitement et lui, il avait été allaité tard et tout, donc du coup, c'est vrai que c'était voilà, c'était plus simple, quoi. Mmh. Justement, c'est marrant, on va passer justement cette, mixité culturelle, ces 2 cultures. Comment vous avez décidé de l'aborder, en fait, avec vos filles? Comment, est-ce que vous parliez chacun dans votre langue, par exemple maternelle? Enfin, comment ça s'est passé tout ça? Alors du coup, on était bien outillés parce que moi, ma meilleure amie, elle est docteure en linguistique et elle est spécialiste de l'apprentissage des enfants multilingues et des bébés notamment. Donc du coup, si tu veux, bon, bah, je lui ai demandé quoi, concrètement et elle a dit effectivement le mieux, c'est que chacun parle sa langue. De toute façon, les enfants feront très bien la différence
Maintenant, vous êtes dans un pays francophone uniquement, donc ça peut être bien que la langue aussi à la maison soit l'anglais, étant donné que moi j'étais bilingue. J'aurais pas été bilingue, elle m'a dit: «Tu aurais pas été bilingue, ça aurait été un peu différent parce que du coup leur parler, bon avec, peut-être beaucoup de fautes et tout ça, voilà. Mais dans la mesure où mon niveau d'anglais était suffisant, voilà, on a décidé, on en a parlé, on a décidé que lui ça serait anglais exclusivement, que la langue de la famille soit l'anglais à la maison et que moi je parle aux enfants par contre, en one to one, exclusivement en français quoi, dans ma langue maternelle. Donc voilà, donc du coup, c'est ce qui a permis, elles avaient déjà suffisamment de français autour quoi, tu vois? Si tu veux et pour que ce soit que anglais à la maison. Je leur parlais, souvent en anglais en fait à elles aussi et puis, ça arrive encore parce que, bah, c'est tellement dans nos vies que bon, voilà. Et est-ce que du coup, elles ont dit leurs premiers mots, en français, en anglais? Comment ça s'est passé? En anglais pour Ali Rose, c'était Daddy et puis, Mélina, je crois que c'était Sun, le soleil. En fait, les enfants, ils choisissent, les multilingues, ils choisissent la langue quand ils veulent dire un mot, tout au début, ils choisissent ce qui est le plus simple à prononcer, hein. Tout simplement, c'est normal, c'est comme en français, juste là, eux, ils ont plus de langues, mais du coup, eux, ils voient pas du tout la différence. Ils choisissent juste, pour soleil, par exemple, typiquement, bah, soleil, c'est beaucoup plus dur à dire que sun et du coup, ça a été sun, quoi et pour Ali Rose, sûrement que le de était plus facile que le peu. Enfin, c'est comme ça que ça se fait, quoi et du coup, c'est trop mignon parce que jusqu'à 3-4 ans, ils mixent énormément les 2 langues. Du coup, dans une phrase et ben, ils disent une phrase complète et les mots sont en français ou en anglais selon ce qui est le plus facile à dire. Donc c'est trop mignon. Il y a pas que ça, il y a aussi, évidemment selon ce qu'ils ont eu l'habitude d'entendre, dans quelle langue c'était, mais il y a de ça aussi. C'est juste trop mignon. Bah, c'est fini ça, elle confond elle mélange plus, elle très peu. Mélina encore un petit peu, mais très peu, elle mélange plus trop, non. Mais tu vois, tu as le même phénomène quand tu pars, à l'étranger et qu'après tu reviens et tu essayes de parler dans ta langue maternelle et en fait, tu trouves plus les mots. Bien sûr et c'est normal et je sais qu'il y a des gens quand tu as vécu aux États-Unis, que tu rentres ou les gens qui vivent à l'étranger et qui rentrent et ils ont évidemment plein de mots dans la langue et il y a des gens pour qui ils trouvent que c'est, Que très, c'est un peu se la péter, c'est ouais, crâner, que quoi. c'est snob et tout, mais en vrai, quand tu as connu ce phénomène, pas du tout. C'est que tu as vécu des choses dans une autre langue et quand tu les expliques et ben, parfois, le mot te manque parce que tu dois le traduire toi dans ton esprit donc bon, ouais. Complètement. Et puis tu vois, parce que moi j'ai vécu à Vancouver au Canada dans 1 an, donc on parlait en anglais et même mes pensées se transforment. Alors que tu vois, ma langue maternelle reste le français, tu vois, mais je finissais à la fin par penser en anglais en fait. C'est un truc de fou. Alors j'imagine que vraiment quand tu nais avec ça, enfin quand tu nais avec les 2 langues, ça doit vraiment, enfin dans le cerveau, ça doit être assez sympa, voir les circuits tout ça. Ah bah oui, c'est sûr. Au bout de combien de temps vous avez décidé de faire un deuxième bébé? Est-ce que pour toi c'était clair dans ta tête que tu voulais plusieurs enfants? Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui, 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 puis beaucoup, je veux dire, ah oui, oui, moi je bon voilà, je suis une famille de 5 enfants, mes parents ont fini par se séparer, mais j'ai vraiment eu une enfance et une adolescence, enfin heureuse quoi, de manière, globale et j'ai des souvenirs, plutôt très joyeux et voilà et mes parents bossaient à plein temps tous les 2 malgré qu'on était 5 et j'ai pas, je sais que maman, parfois, elle en pouvait plus, mais globalement, elle kiffait, quoi. J'ai vu ma mère kiffer être mère, quoi. Donc, forcément, bah, ça donne, envie et puis, c'est très positif, quoi. Et moi, c'est pareil, en fait, j'adore ça. C'est et même s'il y a des évidemment, quand tu travailles beaucoup et cetera, puis que tu travailles pas d'ailleurs, ça n'a aucun rapport, mais juste la vie faisant, avec tout le reste, parfois, il y a des petits moments d'épuisement et de désespérance, là, particulièrement entre 19 et 21 heures, là. Parfois, mais non, c'est ouais, non, c'était vraiment, j'étais trop heureuse et puis du coup, c'était tellement simple la première, bah, que, bah, banco pour le deuxième quoi. Puis, bah, juste le temps qu'elle arrive. Elle serait arrivée direct comme sa sœur, elles auraient eu qu'1 an et quelques d'écart quoi, Ouais. tu vois? Mais c'est juste que voilà, ça a mis un peu plus de temps, du coup, elles ont tout pile 2 ans d'écart. Mais ah bah, non, mais c'était banco. Ah bah, une petite, une 1re comme ça facile. Quoi? Mais OK quoi. J'en veux 12. Ouais, c'est ça. Bon alors après le gap était pas le même quoi. Passer de 0 à 1, ça a rien changé à la vie, mais parce que c'était tellement simple que les sorties se faisaient toujours autant. On l'emmenait, elle dormait dans une chambre alors mais vraiment, là, de 1 à 2, pas pareil. C'était pas la même, quoi. Ah pas du Comment tu tout. l'as vécu ce gap justement de l'arrivée de ta deuxième fille et te rendre compte que c'était pas du tout la même chose? Bah, je pense que c'était pas tant le fait de passer de 1 à 2, c'est que la deuxième avait des besoins qui étaient autres, quoi et qui étaient beaucoup plus intenses, hein. Juste physiquement, il y a eu plusieurs choses, quoi. Juste physiquement, le fait de pas pouvoir la poser du tout. Ça a duré, entre 6 et 8 mois, mais elle était imposable, quoi. Je veux dire, c'était moi, physiquement, elle était en portage tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était compliqué. En plus, voilà, leur père a changé de job entre-temps, il était en télétravail à la maison, c'était invivable dans un appartement. J'ai déménagé, mais lui, il était en déplacement, donc j'étais toute seule avec 2 bébés, voilà, une en portage, l'autre à la crèche pour que je puisse faire les cartons et tout. Mais enfin, tu vois, c'était dense, quoi. C'était assez intense
ce moment-là, mais je sais pas, je l'ai pas mal vécu du tout. Du tout à ce moment-là, je kiffais trop, quoi. Je dormais pas, je savais que ça allait passer, mais c'est vrai que je dormais pas du tout. C'était physiquement très, très difficile. Je mangeais du sucre, j'essayais de voilà, de tenir, hein. Enfin, je veux dire, c'était de la survie, quoi. Vraiment, c'était de la survie, mais c'était de la survie heureuse, hein. Pourtant, franchement, j'ai atteint un grade d'épuisement. Je me suis endormie au volant 2 fois en emmenant les enfants le matin à la crèche, hein, en partant au boulot, hein, avec elles dedans, hein, le matin. Donc, tu vois, c'était là, j'ai été arrêtée à ce moment-là parce que, bah, ça devenait vraiment dangereux. En plus, j'étais toute seule, leur papa était beaucoup en déplacement. Mais, donc j'ai atteint ce stade-là, mais heureuse vraiment. Enfin, j'ai jamais une seconde, une demi-seconde regretté d'avoir fait mes enfants. Jamais, mais jamais. Malgré le plus dur de dur que ça a été, voilà, c'est jamais, jamais, c'était toujours du bonheur, quoi, toujours. Et il y a toujours eu, même dans les journées les plus sombres, même, mais c'était plus que dans la journée, je veux dire, il y a toujours eu plusieurs fois par jour des grands bonheurs, quoi. J'ai pas fait de dépression postpartum, quoi, du tout, malgré l'épuisement. J'ai vraiment atteint l'épuisement physique, mais bonheur, quoi. Ouais. Mais voilà, c'était surtout de l'endurance physique, comme tu dis, c'était ça. Ça n'atteignait pas forcément ton moral, même si ça fluctue forcément, mais Oui, oui, ça fluctuait, mais il y a jamais eu de grosses périodes sombres, en fait, quoi. C'est à ce moment-là, ça ouais, non, ça c'est toujours, tu as ouais. toujours, et Ouais. peut-être que c'est justement ça qui t'a permis de tenir aussi, Oui, je pense, ouais. Ouais, ouais, je pense. Ouais, de pas m'écrouler, de pas devoir partir en maison de repos et tout, parce que c'était de ce niveau-là, quoi, physiquement. Mais non, c'est vrai que j'ai pas eu besoin, quoi. Aujourd'hui, tu n'es plus avec le papa de tes Non, filles. on s'est séparés. Ouais. Au bout de combien de temps? Comment ça s'est passé, en fait? Est-ce que, c'était déjà sous-jacent quand il y a eu la deuxième ou alors enfin, c'est venu Non, non, après? c'est venu après. C'est venu quand elle était petite. C'est venu quand, il a changé de travail, quand le travail a pris une place, démesurée à mon sens, mais pas au sien, je pense et c'est bien pour ça qu'évidemment ça a pas pu continuer, quoi. Je pense on n'a plus les mêmes, forcément, plans de vie ou priorités et cetera et puis façon de voir les choses et je me suis retrouvée hyper seule, moi, dans cette survie. Vraiment, du coup, je pense que ouais, jusqu'aux 4 mois, vraiment jusqu'aux 4 mois, c'était génial et puis il y a eu ce changement de boulot quand Mélina avait 4 mois et là, tout a changé, vraiment. On a déménagé tout ça et j'étais de plus en plus seule, quoi. Parce que j'avais une endurance que tout le monde n'avait pas non plus et du coup, moi, j'ai pas dormi pendant 18 mois et 2 ans presque et voilà et je pense être à mes côtés autant de temps, la nuit et tout, c'était pas forcément faisable. Enfin bon, en tout cas, ouais, j'ai été assez seule, à ce moment-là, dans cette période-là de survie ou assez seule ou en tout cas pas suffisamment épaulée, ça c'est sûr et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les déplacements, de leur papa étaient la moitié du temps et c'était beaucoup plus simple pour moi d'être seule avec les enfants, d'être vraiment seule. Parce que tu mettais en place une routine qui était propre à toi et c'est vrai que quand une personne qui vit pas à 24 heures, enfin, au quotidien avec toi dans cette routine, ça capote tout, en fait. Et c'est très difficile, hein, pour les gens, où il y a des gens qui sont à distance régulièrement, hein, parce que ça oblige, d'être en constante adaptation et pour celui qui reste, qui a son organisation tout seul et pour celui qui revient aussi. Parce que lui, il revient, certes, il est fatigué de sa semaine et tout, mais il a pas idée de ce qui s'est passé quand il était pas là et du coup, il revient avec ses trucs, ses problèmes et tout et toi, tu es là, tu as tout géré en bossant aussi, hein et c'est plus entendable, en fait. C'est pas du tout entendable Tu les une états espèce d'âme. de rancœur qui se met en C'est place. ça. Moi, je l'ai dit plusieurs fois, c'est plus simple quand je suis toute seule et tout et puis bon, bah, on n'a pas trop réussi à trouver, bon, mais je pense que c'était terminé. Ça faisait déjà, ça s'est éteint, quoi et voilà. Mais, et du coup, on s'est séparés assez tôt, quoi. Je veux dire quand ça s'est éteint et moi je suis partie et elle avait 18 mois, Mélina. Ali Rose avait, 3 ans et demi. Mélina avait 18 mois. Mélina s'en est pas tellement rendue compte, hein. Elle a pas de souvenir, de ses parents ensemble. Ali Rose assez peu aussi, elle a pas tellement de souvenirs et ça s'est fait très facilement pour les enfants. Après il y a l'entre-deux n'a pas duré, hein, je veux dire ça a duré moi le temps que une fois que c'était décidé et puis je suis partie au bout de 3 semaines. Enfin je veux dire, j'avais un appartement, on avait mis en place la garde alternée, tout de suite. Ça a tout de suite été, Ça a été assez simple, en fait, finalement, à mettre en place. ça a été douloureux bien sûr, surtout je pense encore plus pour leur papa, quand tu pars, même si c'est extrêmement dur, il faut pas négliger, hein, le rôle et la difficulté de celui qui part, il part pas pour rien en général. Donc quand on en est arrivé là, c'est que c'était vraiment difficile et puis, moi dans mon cas vraiment j'ai senti que c'était de la survie quoi. Fallait que je parte quoi. Enfin c'était, et en fait, malgré la douleur et tout, effectivement les enfants étaient la priorité numéro un. Et du coup la garde alternée s'est mise tout de suite en place donc, avec comme on pouvait le faire à l'époque avec des enfants tout petits. Avec Mélina qui était encore allaitée et qui tétait encore énormément. Donc, du coup, on a fait 2 jours et demi, 2 jours et demi et puis on s'alternait comme ça pour que ça leur, convienne et on est resté comme ça pendant, 1 an et demi,
Une bonne année et demie, presque 2 ans avant de passer à une semaine, quoi. Pourquoi c'était important pour toi que ça s'arrête, rapidement, que ça se fasse rapidement? Parce que je voulais pas du tout qu'il y ait je voulais que ce soit clair pour les enfants. En fait, elles étaient évidemment pas en âge de comprendre, mais elles l'auraient pas été de sitôt. De toute façon, ça serait aujourd'hui, ça serait pareil. Les questions, je me les étais posées avant, je savais qu'il y aurait pas de retour en arrière, j'étais super sûre de moi. Donc voilà, donc il y avait aucune raison que ça traîne, quoi. Et puis après, il y a des tempéraments aussi. Moi, ça traîne jamais, de toute façon. Je suis très, très, je sais pas quel pourrait être le terme, mais enfin, je sais pas, je déteste procrastiner. Enfin bon, c'est pas du tout dans ma nature, donc bah, faut que ça se fasse, quoi. Alors je sais que ça peut être un peu violent du coup, mais c'est pas tellement que c'est violent, c'est juste que les questions, elles se sont posées avant et puis bon, bah, une fois que c'est décidé et puis on y va et je trouve que faire traîner les choses, c'est plutôt plus de souffrance qu'autre chose et je trouve qu'une fois que voilà, que tout est fait, on est réinstallé, là, on peut prendre le temps pour, bon, bah, voilà, après faut digérer tout ça, mais moi la digestion, elle arrive une fois que c'est fait, quoi et que les choses sont calées. J'ai pas besoin du processus de digestion et tout pour faire. Je fais et après je digère, quoi. Donc du coup et je pense que vraiment à ce moment-là aussi, j'ai pensé que c'était important de le faire comme ça pour les enfants et leur papa qui a pas du tout la même façon de fonctionner par rapport à ça. Par contre, pour les enfants, c'est passé avant, quoi et du coup, il trouvait aussi que c'était bien que ce soit, voilà, rapide et clair et puis de toute façon la cohabitation, enfin franchement, la cohabitation quand tu es plus ensemble, en plus, moi, je suis partie avec quelqu'un. Enfin, je veux dire, c'était impossible. C'était bon. Ouais, c'est encore une autre circonstance qui fait C'est que ça. tu Enfin, peux je suis pas pas. partie habiter avec quelqu'un, mais en tout cas, Non, tu vois, il y avait quelqu'un d'autre dans ma vie, donc c'était pas du tout, enfin, c'est pas du tout vivable. c'est pas C'est pas sain, enfin, vivre ça à quelqu'un, quoi. Enfin, je veux dire, ni à l'un ni à l'autre d'ailleurs, hein, là, je enfin, parlais pour lui, je pouvais pas lui faire vivre ça, mais pour les 2, c'était pas possible. ouais. Du coup, comment t'expliques ça à tes toutes petites filles? Comment t'expliques que, ben, du coup, ben Bah, je m'en souviens très bien parce que dès l'annonce, le jour même, on a séparé les chambres, on a fait chambre à part et tout ça pour que ce soit voilà et tout de suite, bah, du coup, on a expliqué aux enfants et on était tous les 4 et puis on leur a dit que papa et maman étaient plus des amoureux et que du coup, on allait avoir 2 maisons, qu'il y aurait une maison de papa, une maison de maman et que par contre, papa et maman, ça serait toujours papa et maman et qu'ils seraient toujours, une équipe de parents, mais que c'était plus des amoureux et que c'est pour ça qu'on allait plus vivre tout le temps tous ensemble. Mais voilà, qu'elles auraient toujours, leur papa, leur maman, mais dans la maison de papa, dans la maison de maman et en fait, enfin les concepts d'être amoureux et tout ça, à 3 ans et à 1 an et demi, bon, donc du coup, ça a été franchement, vraiment, il y a jamais eu de signe, en tout cas. Alors peut-être, on en reparlera quand, dans 15 ans, elles me diront: «Ah maman, je me tape une psychothérapie», voilà, je sais pas. oh, bah, que tu te sépares ou pas, je pense que De ça toute arrive. façon, ça arrivera, tu vois? Mais je sais pas quelle casserole ça leur aura laissé. En tout cas, on n'a pas vu, on a été très attentifs à ça et on a, voilà, de pas spécialement vu de difficultés de leur côté. Après, on verra, tu vois? Peut-être ça peut être aussi a posteriori, mais ça s'est toujours, bien passé, Comment ça se passe, justement dans cette nouvelle gestion d'emploi du temps où, bah, elles partent pendant 2 jours, 2 jours et demi au début, puis maintenant 1 semaine? J'ai envie de te poser la question, comment toi tu le vis? Et aussi comment elles le vivent en fait, cette séparation? Ah ben moi, ça a allégé ma vie, enfin puissance 1000, hein. Enfin, je veux dire, parce que, j'avais plus leur père à gérer, parce qu'il y a ça aussi, quoi. Je veux dire, je pense qu'il y a des papas aussi bien, ils veulent faire, mais ils se rendent quand même pas compte, hein, souvent de la charge mentale, on en parle de plus en plus, mais c'est pareil, à ce moment-là, c'était quand même il y a quelques années, on en parlait moins quand même. C'était pas autant intégré et moi, je disais pas suffisamment non plus, tu vois? Mais je disais pas parce que j'étais pas entendue. Si, quand tu dis: «Tu es la chieuse», forcément, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est bon. Ouais. Bah, tu dis plus assez vite, quoi et donc bon, bah, voilà, faut à un moment donné, bah, tu pars, quoi. Donc moi, ma vie, elle s'est beaucoup simplifiée, en fait. En garde alternée, je me suis reposée, j'ai dormi la moitié du temps déjà, j'en avais vraiment, vraiment besoin et puis, beh, juste, ma charge mentale, elle a été divisée, quasiment par 2, quoi, parce que j'avais tout, quasiment. Franchement, et on s'en est rendu compte en partant et leur père l'a reconnu aussi parce que lui, pour le coup, sa vie, ça s'est vachement alourdi, quoi et il m'a dit plusieurs fois: «Je me rendais pas compte de l'ampleur de la chose», quoi. Donc j'ai essayé moi d'accompagner ça, tu vois? J'avais prévu quand je suis partie des vêtements pour les enfants en plusieurs tailles, qu'il ait tout ce qu'il faut pendant plusieurs mois, le temps qu'ils se fassent, à comment on choisit des vêtements des enfants, les tailles, tout ça. Tu avais déjà encore une charge aussi sur la séparation et la gestion. Oui, ah oui, non, mais c'est pas complètement partagé encore, hein et puis ça le sera jamais, c'est pas grave, mais c'est tout à fait vivable. Ça ne l'était pas, et ça l'est devenu donc déjà voilà. Mais voilà, j'expliquais l'état bien sûr puisque je m'occupe mais bon après j'allais pas le laisser comme ça, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est bon. Puis de toute façon, c'est jusqu'à un moment où quand c'est toi qui as pris de toute façon, c'est comme quand tu,
au travail, tu changes de poste ou enfin, tu vas quitter ton entreprise, tu fais une passation. C'est un peu le même délire, tu vois? C'est pareil. Ouais. Et elle, c'est difficile de parler pour elle, tu vois? Je sais qu'il y a quelque chose qu'on a changé, c'était que quand on passait d'un parent à l'autre, en direct, c'était très compliqué. Mais c'est normal, ça leur faisait une espèce de conflit de loyauté hyper difficile. Donc du coup, dès que ça a été possible, il a fallu que les 2 soient à l'école, maintenant on fait ça le vendredi, quoi. Il y en a un qui les dépose le vendredi matin, l'autre les récupère le vendredi soir et c'est beaucoup plus simple pour elle, quoi. Et il y a ça qu'on a changé vraiment en voyant qu'elle, c'était difficile. Il y a ça et passer une semaine, une semaine. On l'a vraiment fait pour elle parce que c'était plus dur pour nous, parce que, une semaine sans ses enfants, c'est long. Une semaine tout seul avec aussi, parfois c'est long, tout seul, mais bon ça, c'est moins ça, c'est plus dans l'autre sens. C'est qu'une semaine sans, c'est long. Ça, c'était dur pour nous, pour chacun de nous, mais elle, ça a été beaucoup plus simple dans leur gestion d'avoir une semaine avec un, une semaine avec l'autre, toujours les mêmes jours de changement et cetera. Parce que quand on fait 2 jours et demi, en fait, on fait 2 jours et demi, 5 jours parce qu'on coupe pas dans le week-end. Donc, on fait du lundi au mercredi midi, puis du mercredi midi, il y en a un jusqu'au dimanche et puis après on échange la semaine d'après. Enfin, c'est quand même, c'est ingérable pour un enfant qui construit sa gestion du temps, tu vois? Enfin son idée du temps, de la chronologie et tout, c'était pas gérable. Donc ça, on a changé pour elle aussi une semaine et ça a été dur pour nous au début. Vraiment, ouais, ça, c'était vachement difficile de les laisser et de savoir qu'on les reverrait pas pendant une semaine, qu'on allait être tout seul. Parce qu'en plus, tout ça, ça s'est fait au moment du covid et tout. Donc Ah oui. tu vois, avec, en étant seule, du coup, tu es seule au monde, quoi, hein. Quand elles partent, ça, c'est vachement difficile. Mais bon, voilà, c'était mieux pour elle et puis, voilà, on l'a fait comme ça, quoi. Puis, bah, on s'y est fait. Donc c'est toujours des fois difficile. Bah, maintenant, elles sont plus grandes, donc on s'arrange, tu vois? Là, je les récupère milieu de semaine, tout ça. Bon, on s'arrange différemment. Mais à ce moment-là, on était et on se l'est dit même. Nous, du coup, des fois, on se voyait, en off sans les enfants pour discuter, des enfants, de choses à faire et tout. Mais parce que pour elles, il fallait que ce soit très strict et vraiment pour qu'elles aient des repères, vraiment sûrs, tu vois? Ouais. Tu disais tout à l'heure que, toi, tu pourrais avoir, 2, 3 et 4 encore d'autres enfants. Est-ce que c'est un désir que tu as toujours aujourd'hui? Oui. Tu pourrais avoir encore d'autres Ah enfants, oui, 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 oui. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, non, mais sans problème. Si les conditions sont réunies et si ma vie fait que je le ferai plus, enfin, j'ai 35 ans, quoi, j'en ai plus 20, tu vois? Donc ça serait pas juste, «Allez, on fonce et puis on verra bien». Enfin, c'est non, c'est le jour où ça sera possible, peut-être, le jour où ma vie le permettra, dans de bonnes conditions, parce que je suis plus si jeune non plus. Je sais pas si j'encaisserai physiquement de la même façon, je sais pas si je serai aussi résistante. Donc voilà, je veux avoir la vie qui permet de j'ai pas de relais ici, hein. Il y a pas de famille, j'ai juste ma petite sœur, mais qui va pas forcément rester ici ad vitam aeternam et puis qui peut pas, être un relais à, forcément trop à ce niveau-là non plus. Donc ça veut dire pouvoir, je pense vraiment, avoir un peu de moyens pour pouvoir prendre des baby-sitters beaucoup plus souvent, pour, tu vois? Pouvoir, avoir du relais, le payer du coup, puisqu'il y a non mais tu vois quand tu as pas la famille et tout, enfin je veux dire c'est comme ça, hein, faut appeler un chat un chat. Dans ces conditions-là, ouais. Parce que voilà, je sais, je connais mes limites et puis je sais, ce que ça peut être un bébé, très intense. Je pense pas que ça puisse être plus que ça, même si j'ai eu, enfin, beaucoup de chance de pas connaître vraiment la maladie ou le handicap, tout ça, tu vois? Où ça peut être vraiment encore très différent et probablement un cran au-dessus, peut-être. En tout cas, je sais à quel point ça peut être intense, je sais à quel point ça peut être difficile physiquement, j'ai plus le même âge, donc voilà, c'est beaucoup plus raisonné, mais j'aimerais beaucoup, mais moi si je pouvais en refaire 2 ou 3, il y a pas de problème, quoi. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, que tu étais partie, tu avais quelqu'un d'autre quand tu as quitté, le papa de tes filles. Comment tu gères justement cette partie-là, la vie amoureuse avec des enfants? Tu leur présentes? Tu Non, pas trop. Après, ça j'ai pas, non. Cette histoire-là pour laquelle je suis partie est pas durée, quoi. Ça a duré, 5 ou 6 mois, enfin bon, voilà et puis après ça a duré plus longtemps où là, oui, on s'est vus, un petit peu avec les enfants mais bon, les choses ont fait que si, ça aurait pu vraiment, je suis pas du tout contre, tu vois, la famille recomposée et tout ça, mais c'est pas un exercice facile du tout. Donc voilà, j'allais dire: «Il faut prendre le temps», mais je sais pas, je sais même pas si c'est si pour parfois faut prendre en fait, il y a pas de recette, quoi. Je pense qu'il y a parfois les conditions sont réunies, les gens ont fait le chemin suffisant personnellement, chacun de son côté, pour pouvoir le faire sereinement. Puis parfois pas, parfois faut du temps, plus que les autres. Enfin bon, même pas que Elle te les pose autres, la question mais des fois? oui, 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 souvent, ouais, ouais, ouais. Bah oui, parce que Mélina, elle voudrait beaucoup un petit frère ou une petite sœur. Elle y rose pas du tout, ça l'intéresse pas du tout, au contraire, elle le dit: «Je suis déjà très jalouse de ma sœur, donc une de plus, franchement non, ça me dit pas du tout». Mélina par contre, elle aimerait beaucoup pas être la petite sœur et devenir une grande sœur. Ça, c'est un truc, c'est sûr que c'est un rôle, qu'elle prend déjà. C'est un peu comme des fois comme si elle était une grande sœur, sauf qu'elle est une petite sœur, donc ça, elle aimerait bien, tu vois? Que ce soit pour de vrai. Donc ouais, ouais, elle me demande souvent et puis elles sont très voilà, ouais, elles aimeraient bien, mais pour l'instant, voilà, les choses sont très séparées.
et le seront encore un moment. Donc pour l'instant, il y a pas de je leur dis pas. D'ailleurs, elles me demandent, mais je dis peut-être un jour, j'aimerais bien, on verra. Mais c'est, tu vois, comme tu disais, il y a pas de recette et je pense que c'est vraiment propre à chacun et propre à chaque histoire aussi. Parce que tu peux très bien avoir plusieurs amoureux Bien après sûr. la séparation avec le père de tes enfants et les histoires seront toujours différentes. Sont toujours différentes. Je pense que ça dépend aussi des gens en face. Parfois, peut-être, on le sent de présenter ses enfants, parfois on le sent pas. Bon, voilà. Après, moi, je leur ai jamais menti parce que les enfants, ils sentent tout de toute façon. Donc, ils ont des radars pas possibles. Quand on s'est séparés et qu'on leur a annoncé avec leur papa, la seule, Ali Rose avait 3 ans. Tout de suite, elle m'a regardé. Comment s'appelle ton amoureux, maman? Ah ouais, Je sais c'est pas d'où c'est fou. sorti, quoi. On était scotchés tous les deux, quoi. Enfin, c'était donc ça sert, je pense, absolument à rien d'essayer de cacher quoi que ce soit. Ouais, Par contre, c'est je clair. leur dis clairement, bah, là, voilà, maman, bon, avec son amoureux, mais c'est, des histoires de grands. Pour l'instant, ça c'est pas voilà, c'est pas la question pour vous, quoi. Donc Ça changera pas votre vie dans non, l'immédiat. exactement. C'est exactement ça. Top. Ben super, mais merci beaucoup Océane pour tes mots, pour ta franchise, ton honnêteté. Tu nous disais que tu racontais plein de choses sur les réseaux. Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors sur Instagram, donc ma page, c'est I Not You. Alors, je raconte, j'ai beaucoup, beaucoup raconté, hein, à l'époque sur la maternité, l'allaitement et tout ça. Beaucoup moins, je suis beaucoup plus discrète sur ma vie privée et sur celle des enfants aujourd'hui. Parce qu'au-delà de l'image, je les ai très vite plus montrées, mais je trouve que de parler aussi de leur vie comme ça sur les réseaux, c'est très différent, tu vois, dans un contexte encadré comme là. Parce que du coup, les gens, ils viennent écouter un podcast en sachant ce qu'ils vont écouter, et cetera. C'est pas du tout la même chose quand on apparaît dans des stories publiques des gens comme ça. C'est pas du tout pareil. Donc, du coup, voilà, c'est plus feutré aujourd'hui. Mais c'est toujours le cas sur ma page I Not You, ouais. Eh ben super. Merci beaucoup Océane. Beh, C'était un écoute, de rien. plaisir. Merci beaucoup à toi. J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts, iTunes et désormais Spotify pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi partager l'épisode sur tes réseaux sociaux, en parler autour de toi, bref, faire en sorte que Prenons un café soit connu du plus grand nombre. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un café. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.